Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre fidélité. Bienvenue sur Africable Télévision et dans votre émission politique, le débat de la MISMA à la MINUSMA, du Serval à Barkhane, sans oublier le G5 Sahel et l'opération Takuba. La sécurité au Mali et au Sahel, peut-on le penser, préoccupe le monde. Seulement le fait est que, malgré la présence de toutes ces forces aux côtés de l'armée malienne, les femmes sont attaquées au quotidien, des villages sont brûlés ou coupés du reste du pays. Les routes sont plus que jamais risquées si les voyageurs ne sont pas stoppés et dévalisés. Ce sont des cars qui sautent sur des mines, des braquages en pleine journée dans les centres urbains. Autant dire que l'insécurité est partout et sur toute l'étendue du territoire malien. Comment une telle situation est possible en la présence de toutes ces forces? Que font-elles justement? Quelle alternative dans la forme et dans le fond pour qu'au Mali l'on puisse retrouver enfin la paix tant attendue? Voici entre autres les questions au programme de ce politique, le débat, les forces étrangères au Mali, le bilan. Et pour en parler, mesdames, messieurs, nous sommes avec monsieur Ibrahim Aïdara. Il est le secrétaire chargé des élections de la jeunesse ADEMA. Monsieur Aïdara, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci à vous, Robert, de votre invitation. Merci vraiment d'avoir accepté notre invitation. Notre second invité est M. Boukari Diko, directeur de publication du journal Mali Demain. M. Diko, bonsoir. Bonsoir et merci. Merci à vous et bienvenue. Merci. Merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est gentil. Nous sommes également en compagnie de M. Cheikhoumar Doumbia, président fondateur de Youth for Change Mali. M. Doumbia, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Robert et merci pour l'invitation. Merci surtout à vous de l'avoir accepté. Et enfin, mesdames, messieurs, nous sommes avec M. Abdul Karim Touré, chercheur en développement social et analyste politique. M. Touré, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Merci. Je suis vraiment ravi d'être parmi vous. Merci. Merci vraiment d'avoir accepté notre invitation. Et je vous en prie. Alors, M. Diko, peut-on faire une petite historique de toutes ces forces au Mali? Merci de cette question-là et merci pour les auditeurs qui nous suivent actuellement. Il faut reconnaître que l'envoi des forces étrangères au Mali est survenu suite au coup d'État de 2012 contre Amadou Toumani Touré, qui a vu les trois régions du Nord tomber entre les mains des djihadistes, dont la transition dirigée par Diongoula Traoré était face à une situation inédite, d'où cette lettre qui a créé un tollé d'ailleurs, qui a été fait et envoyé à l'ONU sous une pression terrible de la France, déjà qui s'est préparé, déjà qui avait un programme d'invasion du Sahel. Il fallait trouver une aubaine, l'aubaine était toute trouvée, donc la dette est partie à l'ONU. Donc le Mali a été mis sous le chapitre 7 de la résolution 2100, le chapitre 7 qui nous met sous tutelle, dont Serval a débarqué avec 1700 hommes. Et quelques mois après, bien sûr, avec la mission internationale de soutien pour le Mali, la MISMA, est composée des forces de la CEDEAO, dont la France, voyant effectivement les Africains prenant en compte leur propre défense, tout de suite s'est empressée à mener, à faire une pression à l'ONU. Donc la lettre est tombée, on nous a mis sur le chapitre 7. Donc on est sous tutelle onusienne. Qu'est-ce qui se passe? De Serval, en janvier 2013, on est passé à Barkhane en 2014-2015, avec des milliers d'hommes qui ont débarqué. On a vu ce que ça a donné. Donc, avec cette situation, la MINUSMA est venue. Mission de stabilisation, dit-on, du Mali, avec 13 000 hommes sur le terrain. Et avec tout ça, c'est la catastrophe. Ouais. Voyant que Barkhane a échoué, si on peut le dire ainsi, avec les critiques en interne sur le continent africain et en Europe, Macron a été pris à partie par le Parlement français et les sociétés de défense des droits de l'homme français. Il était obligé de convoquer, vous l'avez vu, la façon dont il a convoqué le chef d'État de G5 Sahel à Pau en janvier 2020, d'où est venue l'idée de l'opération Takuba, une opération intégrée sous commandement de la Barkhane. Donc, et voyant qu'il a échoué, il fallait maintenant amener les autres pays européens à participer à son opération d'invasion, sinon de recolonisation du Mali, sinon du Sahel. Parce qu'en fait, quand tu regardes, la bataille, c'est les richesses du Sahel. Il ne faut pas aller loin. Donc, c'est une prise en charge de l'OTAN du Sahel qui se profonde. Et la task force
Takuba, c'est composé des 27 pays européens qui la composent. Ils ont appelé une centaine d'hommes pour comment faire, pour accompagner, conseiller les forces maliennes, les unités spéciales, comment ils appellent ça, mobiles, qui vont traquer les terroristes sur le terrain. Et le bilan, on le connaît. C'est des milliers d'hommes qui sont là. Et ce mois de janvier, février, normalement, les Tchèques vont rejoindre les Français et les Estoniens qui ont déjà commencé au mois de novembre les premières opérations dans le Lutako-Gourma. Quand vous remarquez, depuis quelques mois, Barkhane a constaté ses frappes dans les 3 frontières, Mali, Niger, Burkina Faso. Et vous savez, ils sont en train de frapper. Malgré ça, et les résultats escomptés ne sont pas là parce que les attaques continuent. Donc aujourd'hui, on est face à une situation, un imbroglio qui est là. Et mieux que ça, quand on regarde un peu cette historique-là, Trump, malgré tout ce qu'on le reproche, a été réticent face vis-à-vis de cette politique de la France sur le Sahel. Parce qu'il ne comprend pas des milliers d'hommes, le MINUSMA, des milliers de la France, l'insécurité au Mali, il ne peut pas comprendre. Donc la France, Trump a résisté à la pression française. C'est pourquoi quand vous regardez aujourd'hui, pourquoi les gens ils s'emballent, ils sont contents de l'arrivée de Joe Biden, parce que les démocrates sont prêts à tout, justement, pour aller dans cette logique de la France. D'où cette situation qui est là. Donc en plus des Tchèques, vous allez avoir normalement les Ukrainiens qui doivent débarquer pour renforcer cette opération Takuba. Au même moment, il a été indiqué, à partir de février, Barkhane va diminuer son effectif pour permettre aux autres Européens de venir aider la France dans son opération de stabilisation, dit-elle, du Mali, qui s'est transformée en opération de déstabilisation, sinon de découpage du Mali, parce que vous le savez mieux que moi, Kidal aujourd'hui est coupé du Mali. Bien vrai, il nous ironise en disant qu'il y a l'armée malienne qui est à Kidal. Allez voir quelle armée malienne est à Kidal, parce qu'elle est cantonnée, elle est stationnée, elle ne peut pas bouger. Le gouverneur, il est où? Il est couché à Gao. Voilà le problème. Donc aujourd'hui, la France est devant un fait, elle a échoué lamentablement. Maintenant, elle veut que les Européens viennent à son écoute. C'est quand vous regardez un peu, les Allemands, les Espagnols aussi sont réticents, parce qu'ils ont compris, une fois arrivés sur le terrain, que la situation, elle est tout autre. Donc maintenant, on va voir, à partir de février, ce que ça va donner. C'est que sur certains... L'armée monte en puissance parce qu'on a vu avec Ibeka, l'armée a été clouée au sol. Il aurait fallu que le CNSP arrive le 18 août. Vous avez vu le rappel à l'ordre du président Badao au président Macron. Il n'accepterait plus que Barkhane décolle, fasse des missions sans l'accompagnement de l'armée malienne. On aura certainement le temps de donc, grosso modo, ramasser, voilà ce qui se passe. C'est Barkhane, Serval, Barkhane, MINUSMA, Takuba, pour appuyer les forces du G5 Sahel. D'accord. Alors, M. Aïdara, le plus souvent, quand on les accuse, on nous évoque les missions, leurs missions. Alors, est-ce que vous pouvez rappeler les missions de chacune de ces forces? Vous savez, M. Dissa, vous avez bien fait de demander de rappeler les missions de ces différentes forces étrangères au Mali. Parce que d'abord, c'est cette question qu'il faut appréhender. Je prends Barkhane aujourd'hui. Barkhane, c'est une force qui a pour mission d'intervenir dans la bande sahélo-saharienne. C'est-à-dire aujourd'hui, comme il l'a dit tout à l'heure, qui concentre ses forces sur les 3 frontières, la zone des 3 frontières, telle qu'on le dit. Et ensuite, vous avez la MINUSMA. La MINUSMA, c'est plutôt au niveau, sur le plan national. Parce que la MINUSMA, c'est une mission de stabilisation qui intègre à cette mission de stabilisation le développement économique et des actions humanitaires. Donc, du coup, si vous voyez un peu tout ceci, vous vous rendez compte que Barkhane n'a pas pour vocation d'intervenir au plan national. En tout cas, directement au plan national, mais c'est plutôt au niveau des frontières, là où sont concentrés les djihadistes. Et normalement, la MINUSMA est censée prendre le relais derrière pour stabiliser les zones qui sont dégagées de djihadistes. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le G5 Sahel. Le G5 Sahel, ensuite, c'est plutôt une mission aussi des 5 pays qui sont autour de la zone sahélienne, en fait, qui est long d'à peu près 2000 km, avec de 500 à 700 km de largeur, et qui a pour mission aussi de lutter contre l'insécurité, mais tout en passant par le développement économique. En fait, qui utilise comme moyen de lutte contre l'insécurité, le développement économique. Donc c'est un peu ça la mission
du G5 Sahel. Après, tu as d'autres missions comme EUTM, ECAP, etc. EUTM qui est une mission européenne pour la formation, etc. de nos forces. Mais vous avez aussi ECAP qui est une mission civile aussi européenne qui intervient aussi dans tous ces domaines de formation, etc., etc. Donc voilà globalement les missions de ces différentes forces étrangères qui sont là depuis en moyenne 6 ou 7 ans. Vous en avez qui sont arrivés en 2013, d'autres en communissement, etc., et d'autres en 2014, etc. Donc d'abord, il faut bien comprendre ces missions-là. Et donc, dès lors qu'on regarde ça, il faut que toutes ces missions sont censées collaborer avec les forces de défense maliennes. Donc, il l'a rappelé tout à l'heure. Il y a Bandaou qui a rappelé, le président de transition, qui a rappelé qu'il est important cette collaboration entre la force Barkhane et l'armée malienne pour que derrière l'armée malienne puisse prendre sa responsabilité. Parce qu'il s'agit d'abord c'est une question de souveraineté nationale. Les coopérations militaires, c'est normal. Mais moi, j'ai souvent l'impression que les Maliens pensent qu'il faut sous-traiter notre sécurité, ce qui n'est pas normal. Aujourd'hui, j'entends des gens dans la rue dire « dégage la France ». Faites appel à la Russie. Mais ça ne marche pas comme ça. Vous voyez un pays dans le monde qui est prêt à venir vous secourir sans contrepartie. Mais quand même, il faut qu'on comprenne qu'aujourd'hui, il s'agit de renforcer cette réforme de l'armée pour que l'armée puisse jouer pleinement son rôle, bien sûr en collaboration avec les forces étrangères. De toute façon, nous avons besoin de ces forces étrangères. D'abord, si vous prenez la bande sahélo-saharienne, c'est plus de 7000 m², c'est 7000 km², je veux dire, avec de plus de 2000 km de long, sur 500 à 700 km de large. C'est pas facile, même les forces américaines, c'est pas facile pour une force comme les forces américaines de sécuriser cette zone. Donc ça sera pas, c'est pas un pays comme le Mali qui peut se dire qu'à un moment donné, il pourra sécuriser complètement cette zone. Nous sommes obligés d'avoir cette coopération avec d'autres pays. Mais il faut d'abord qu'on se dise qu'est-ce qu'on veut nous-mêmes. Et à mon sens, aujourd'hui, il ne s'agit pas de critiquer tout simplement Barkhane ou d'autres forces étrangères. Il s'agit tout simplement de se dire qu'est-ce qu'il faut pour que le Mali puisse rentrer en pleine capacité, pour pouvoir assumer pleinement ces missions, notamment nos forces de défense, pour qu'elles puissent assurer pleinement leur mission de défense du territoire. Et c'est de cela dont il s'agit. D'accord. Alors, M. Doumbia, M. Aïdara parle de questions de souveraineté et nécessité de collaborer forcément avec l'armée malienne. Alors, que savons-nous du rapport, justement, entre ces forces-là et l'armée malienne? Et quelles sont les questions de hiérarchie entre ces forces et l'armée malienne? Il existe des cadres. Il existe des cadres où les états-majors se rencontrent par rapport à toutes ces missions-là. Nous allons dire que déjà Barkhane est assigné de 2 axes, parce que Barkhane relève non seulement du traité de collaboration, de coopération militaire que nous avons avec la France, mais Barkhane est aussi instruit dans la mission onusienne. Donc Barkhane déjà travaille sur 2 différents axes et nous tenons. Le Mali va voir que l'état-major va devoir se rencontrer avec Barkhane dans ce sens-là. Très souvent, les cadres sont mis en place, sont développés sur le document. Les états-majors se rencontrent, on va dire, hebdomadairement ou bi-hebdomadairement, selon les missions et selon les réalités du terrain. Mais les réalités des opérations, du moins ce qui est avancé souvent par les experts militaires, c'est que souvent il y a des situations spontanées, où peut-être l'armée ou la Barkhane va se retrouver en face de l'ennemi rapidement. Ils n'ont pas le temps d'avertir nos forces ou de consulter. Ils ripostent automatiquement. Ou encore, souvent on fait référence au fait que l'armée malienne est en difficulté de structuration et qu'il peut y avoir des fuites d'informations. Donc par conséquent, souvent ils disent qu'ils préféreraient riposter, puis ensuite informer l'armée malienne. Mais tout ceci n'est pas de la faute réellement de ces missions-là ou de leur commandement ou des États qui nous les ont envoyés. En réalité, nous devons le reconnaître et y pallier. Nous avons un souci diplomatique. C'est le système des affaires étrangères malien. Est-ce que réellement, lorsque nous signons ce traité de coopération militaire, est-ce que nous avions, on va dire, pensé la chose de façon détaillée? Est-ce que nous avons consulté nos officiers supérieurs ou même officiers subalternes qui ont eu à servir dans des missions onusiennes dans d'autres pays? Est-ce que nous les avons demandés? Selon votre expérience, est-ce que c'est une chose dont nous devons nous servir? Ou quelles sont les choses à éviter? Autre chose que nous aurons pu faire et
auquel il faut vraiment penser. Il l'a souligné, Diko, tout ceci a commencé par le coup d'État de 2012. Tout à fait. Aujourd'hui, on peut reprocher à la France d'avoir un quelconque complot. Moi, je le dis, si on vous manipule, c'est que vous êtes manipulable. Tout à fait. Nous nous sommes mis dans une position aujourd'hui où nous ne sommes pas pleinement porteurs de notre destinée. Et c'est ce qui nous ramène à la question de souveraineté, encore une fois. Et il faut qu'à chaque fois, nous-mêmes, nous créons des situations qui mettent notre souveraineté en danger. Parce qu'en 2012, un pays qui est déjà en conflit et un président qui n'a que quelques 90 jours de mandat restant, ce n'était pas intelligent pour une armée républicaine ou une partie de cette armée, parce que toute l'armée n'était pas putschiste, mais une partie de cette armée de songer à faire un coup d'État, à couper le commandement militaire, parce que ça crée une rupture de la chaîne de commandement militaire en coup d'État. Et lorsque ça se fait, forcément nous avons des ennemis, nous avions des ennemis à l'époque qui ont décidé de se saisir de cette opportunité-là. Donc en gros, quel que soit le complot des forces étrangères ou le complot des puissances étrangères, nous, Maliens, avons créé l'opportunité pour qu'ils puissent les mettre en œuvre. Parce que nous nous sommes mis dans une position où ils pouvaient arriver. Il a parlé, par exemple, d'une pression de la France sur le Mali pour demander... Qui a saisi l'ONU. Oui. Maintenant, une pression de la France parce que vous le dites, c'est une opportunité diplomatique, c'est une opportunité militaire, parce qu'on ne parle pas que des ressources dans le Sahel, je suis désolé, il faut voir l'effectif militaire de la France, où aujourd'hui la France a tellement de forces en réserve, et avec la situation économique française, c'est difficile de payer ces forces en réserve-là. Donc si on peut les utiliser dans le Sahel, et que les Nations Unies contribuent à les payer, c'est aussi une bonne idée. Donc les États réfléchissent en ces termes, les États réfléchissent en termes de leurs besoins, et ça, on ne peut aucunement reprocher à un État, tel qu'il soit, de réfléchir selon ses besoins. Nous faillissons à le faire. Nous faillissons à le faire et il faut le dire encore une fois, dans cette même situation. Serval est arrivé, nous n'étions pas là. Il faut le dire, nous n'étions pas là. Il y a 4000 hommes à peu près qui ont été déployés sur notre sol de façon très accélérée, de façon très rapide, avec une logistique énorme qui ont été déployés sur notre sol. Et pendant ce temps, notre armée était en repli tactique ou stratégique, comme il le disait à l'époque. Donc, en réalité, on n'était pas là lorsque Serval a débarqué. Notre armée se cherchait, elle cherchait à se comprendre et voire même elle était en train de s'entretuer parce qu'il y a eu un moment, cet affrontement, même entre Bréau-Rouge, Brévert. Elle n'était pas stable. Donc, lorsque Serval arrivait, en tout cas, on n'était pas en mesure d'assurer le rôle régalien de l'armée. Maintenant, la population malienne aussi a sa part, parce que la population malienne travaille, surtout les organisations de la société civile et des organisations politiques, qui travaillent à créer cette rupture entre les institutions politiques et l'armée, qui est un instrument de l'État. Parce que lorsque vous empêchez le pouvoir politique ou l'exécutif de pouvoir collaborer convenablement avec son armée, cette armée, on vous l'a poussée à se retourner contre ces institutions-là, elle les attaque, elle les fragilise, et qu'est-ce qui se passe ensuite? Nous prenons tous du beurre, parce que nous tous, nous prenons du beurre à cause de cette situation-là. Donc il faut à un moment donné comprendre. Je vous donne un exemple historique. Rapidement. Regardez Mao en Chine. Mao a subi un coup d'État. Lorsqu'il est parti, il est revenu prendre le pouvoir et il a décrété que l'armée chinoise est l'armée du parti. Vous voyez, on dit l'armée du parti en Chine, ce n'est pas l'armée nationale. Parce que Mao a compris que lorsque vous laissez l'armée à elle-même et qu'elle puisse se retourner contre ces institutions, à un moment donné, elle devient comme la nôtre. Elle est beaucoup plus efficace à mettre terme à un mandat présidentiel qu'à saisir un djihadiste. Et ça, c'est le fait. D'accord. Alors, M. Touré, alors tout de suite, M. Doumbia nous disait ceci, que quand Serval arrivait, nous n'étions pas là et c'est un fait. Aujourd'hui encore, que valent exactement, de façon concrète, alors ces forces dans la sécurisation du Mali? Qu'est-ce qu'elles valent? Ces forces, elles sont indispensables pour le Mali. Parce qu'il faut quand même essayer de retourner en arrière pour essayer de tirer les causes de toutes ces différentes crises qui ont débuté depuis 2012. Il faut retourner encore en arrière, bien avant 2012. Avec le régime de Amadou Toumani Touré, il y a eu beaucoup de problèmes. D'abord, on peut noter en 2006, il y avait une rébellion
Il y avait la crise Touareg. En 2006, il y avait une rébellion. En 2009 aussi, il y avait une rébellion. Et le deuxième facteur aussi, c'est le problème de la Libye, la balkanisation de la Libye. Donc ça qu'est-ce que cela a engendré? Cela a engendré un fait, c'est-à-dire des Touaregs maliens qui, dans les années 80, avec les périodes de sécheresse, et se sont dispersés un peu partout dans la bande sahélo-sahélienne, dans les différents pays. Ils ont grandi là-bas. Kadhafi, à un moment donné, il les a intégrés dans l'armée libyenne. Il les a formés. Ils ont accompagné Kadhafi. Donc maintenant, au moment où il y a eu les bombardements au niveau de la Libye, ces mêmes Touaregs-là ont décidé de revenir dans leur pays d'origine, c'est-à-dire le Mali. Maintenant, la condition de ces Touaregs-là, c'est quoi? C'est que ces Touaregs-là, la plupart, c'est des anciens militaires. La plupart, c'est des anciens militaires qui ont fait des guerres avec Kadhafi, au niveau notamment la guerre avec le Soudan autour là. Bon, maintenant, ces Touaregs-là, ils sont venus avec leurs munitions, ils sont venus avec leurs armes. Donc maintenant, à l'époque de ATT, qu'est-ce qu'on avait préconisé? ATT avait un moment décidé de les cantonner, parce que c'était des Maliens comme tous les autres Maliens. Voilà, donc les cantonner pour pouvoir trouver des moyens et les insérer dans nos institutions militaires et autres là. Bon, ça c'est un premier facteur. Le second facteur aussi, il y a aussi le facteur terroriste. Voilà, le facteur terroriste aussi, il faut reconnaître aussi que la bande du Sahel, c'est une bande qui a été toujours l'œuvre de narcotrafic, de drogue, de trafic d'armes et autres là. Donc les salafistes, les fils d'Algérie, depuis dans les années 2000, ils ont commencé déjà à prendre la drare. Parce qu'il y a un autre problème aussi au niveau de l'État. C'est que l'État a toujours été absent dans ces zones-là. Donc l'insécurité, voilà. Donc l'insécurité, elle est toujours totale. Moi, je suis du Nord, je sais de quoi je parle. Mais je sais qu'il y a des endroits où on ne peut même pas parler d'État, parce que l'État n'existe même pas. Parce que la loi, ça appartient généralement aux familles, aux communautés qui sont là, et ils essaient de s'encadrer. Donc, je sais. Donc maintenant, ces terroristes, ils ont profité aussi de cela, avec ces populations-là, parce qu'il y avait déjà un autre phénomène. Avant la dislocation de la Libye, Kadhafi, avec l'Union européenne et les Américains, il avait décidé de faire un pacte avec l'Union européenne pour pouvoir contrôler les frontières au niveau de la Libye. Donc, ce qui fait que Kadhafi, il maîtrisait quand même le taux d'immigration vers l'Europe. Alors, donc quand ils ont fait effondrer la Libye, les migrants n'ont plus d'autres endroits. Donc il y a eu beaucoup de trafic, au niveau de la Libye, ce qui fait que les migrants qui vont en Europe, ils essaient d'emprunter par exemple le désert. Voilà, donc ils sont insérés aussi dans des réseaux terroristes et ainsi de suite comme ça. Donc c'est ce qui fait que cette montée du terrorisme-là a été vraiment influencée. Ça c'est dans les années 2009-2010, jusqu'à avant le coup d'État. Voilà. Donc maintenant le deuxième facteur, ils disposaient de quoi comme source de financement? C'est par rapport aux prises d'otages aussi. Parce qu'on a vu depuis les années 2004, jusque dans les années 2010, c'est avec des prises d'otages et de paiement des rançons. Voilà, surtout dans les pays européens et autres là. Bon, maintenant, cette bande de salafistes, ils sont organisés aussi par rapport à cela, parce que l'objectif, c'est quoi? C'est de pouvoir avoir des terrains sur lesquels on peut expérimenter certaines choses. Bon, maintenant, ces salafistes aussi, ils sont financés aussi par les pays du Golfe. Les pays du Golfe aussi, pourquoi ils sont financés par les pays du Golfe aussi? Parce que les pays du Golfe aussi traînent avec des idéologies monarchiques. C'est-à-dire que ce sont des puissances qui veulent garder toujours des pouvoirs oligarchiques. C'est-à-dire que des pouvoirs princiers autour là. Donc une sorte de concert des nations sur le territoire malien, chacun veut tirer son épingle du jeu. Oui, mais il y a un autre, l'enjeu aussi, il est très important, parce que l'enjeu, il est étonnant quand même de remarquer aujourd'hui que la façon dont tout le monde est étonné de remarquer qu'il y a autant de richesses au nord du Mali. Tout le monde parle de richesses au nord du Mali. Mais l'or que les gens sont en train de découvrir chaque 2 mois, chaque 3 mois, mais ce n'est pas de l'or qui a quitté sur la planète Mars pour tomber il y a 2 ans ou 3 ans dans ces endroits-là. Mais pourquoi toutes ces années-là, les gens n'ont jamais pu découvrir cet or-là? Ils n'utilisent pas de machines pour pouvoir extraire cet or-là. Cela veut dire que cet or-là a toujours resté là, a toujours demeuré dans cet endroit. L'or, ce n'est rien. Il y a beaucoup d'autres choses. Ok, maintenant, ces organisations terroristes sont venues se rajouter aux groupes rebelles qui, depuis les années 60, réclament l'indépendance. Tout à fait.
suite aux conditions difficiles que les localités du Nord traversent. Voilà. Donc maintenant, ces gens, eux aussi sont venus, quand les rebelles sont venus, les Touaregs sont venus de la Libye, cela a trouvé qu'il y avait déjà des salafistes au nord du Mali qui étaient déjà installés dans les années... C'est vrai qu'on va essayer d'aller un peu rapidement, M. Touré. Oui. C'est vrai qu'en un premier temps, il y a eu une sorte de connivence, même de mariage entre ce groupe terroriste et le groupe indépendantiste. Mais depuis un bon moment, on peut parler de rupture entre ces groupes indépendantistes et ces djihadistes-là. Et de toutes les façons, même ces groupes armés indépendantistes doivent être considérés comme faisant partie des forces en présence au Mali contre les mêmes ennemis. Non, mais toujours est-il que c'est le même problème qui demeure. Je comprends, mais c'est dit ça, le problème, il est vraiment complexe. Parce que les forces, puisqu'on parle des forces étrangères qui sont là, les forces étrangères ne sont pas venues pour lutter contre les groupes rebelles indépendantistes. Tout à fait. La France a les mêmes liens avec les Touaregs qu'avec toutes les autres ethnies au Mali, toutes les autres communautés au Mali. La France est venue pour une réponse terroriste. D'accord. Cette réponse terroriste, elle a été, depuis son déclenchement, en 2013, on a fait en 2012, on a fait de 2012 jusqu'en 2013, une année, plus d'une année, les trois régions du Nord ont traversé une année sous l'emprise des terroristes. Alors, est-ce que son action est suffisante? Son action n'est pas suffisante. D'accord. Parce que ce n'est pas une action militaire seulement. Les réponses à cette crise ne sont pas seulement des réponses militaires. Voilà. Parce qu'on a tenté, depuis 2012, ça fait bientôt une décennie que nous sommes en guerre. Tous les jours, il y a des massacres au Mali. C'est parce que, pourquoi jusqu'à présent, ni les forces étrangères, ni les forces, notre force armée nationale n'ont pas pu trouver de solution? C'est parce que le problème n'est pas surtout militaire. Parce que le problème, il faut suivre l'histoire. De 2013 à aujourd'hui, il y a eu beaucoup de changements. Parce que quand on prend de 2012, 2013, 2014 jusqu'en 2015, la notion ou bien l'emprise des terroristes sur le sol malien n'était pas aussi avancée que maintenant. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en face de quoi? Aujourd'hui, nous avons des problèmes avec nos propres frères qui sont nés au Mali à travers des conditions difficiles de chômage qui sont en train de s'intégrer dans le terrorisme. Il n'y a même pas longtemps, avec des attaques où les communautés locales parlent d'attaques sur des civils et les forces étrangères parlent d'attaques sur des terroristes, ça veut dire qu'il y a un problème. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de communication à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a une rupture, en quelque sorte une rupture entre les forces de l'ordre et les communautés locales. Parce que ce sont les communautés locales qui peuvent être qui peuvent servir de garantie entre les forces de l'ordre et puis les terroristes. Maintenant, si les forces de l'ordre sont absentes et que les populations civiles se voient contraintes de rester avec les terroristes, ils seront obligés de faire allégeance à ces terroristes-là. Voilà, pour pouvoir trouver des solutions. Donc les forces étrangères, à elles seules, ne peuvent pas répondre à cette crise militaire au Mali. D'accord. Alors, M. Ducot, que ce soit une solution militaire ou que ce soit une solution développementiste, alors, quand on regarde la situation, on peut quand même parler d'échec de toutes ces forces-là. Si oui, comment expliquez-vous cet échec-là? Bon, je pense que l'échec de ces forces internationales est clair. D'abord, il y a un manque de bonne volonté qui est flagrante. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le rappel à l'ordre de Mbadon en est pour quelque chose. On a vu sous IBK, c'était la récréation, chacun faisait ce qu'il voulait, les avions étaient cloués au sol, l'armée était massacrée, des camps entiers sont rasés au nord et au centre. Mais avec l'arrivée du CNSP, toute la donne a changé. Et maintenant, le fait qu'aujourd'hui, les Maliens battent le pavé pour demander à aux forces françaises, plus précisément, de quitter le pays, c'est parce que les gens ont compris, depuis que l'arrivée de Barkhane sur le terrain, son déploiement sur le terrain, l'amunissement avec ces milliers d'hommes, l'insécurité s'est aggravée. Tout à fait. L'autorité de l'État est sapée. Et ce qui est encore curieux et révoltant, la gestion politique a été des plus catastrophiques. Et c'est là où l'autorité politique est interpellée. Parce que si
pour ce que tu dis. Le militaire ne fait jamais un coup d'État, c'est suite à des situations catastrophiques de gestion et de violation des droits de l'homme qu'on ne peut pas expliquer. Donc quand tu regardes de 68 à 2020, c'est le même scénario qui est là. Chaque fois que l'armée sort, c'est parce que le politique a exagéré pour éviter un chaos errant. Malheureusement, ce qui est encore révoltant, on a vu, il s'est jamais vu sur la planète Terre, on prend des armes, on les brûle, flamme de la paix. C'est depuis là-bas que l'armée malienne a été enterrée suite à cette politique d'Alpha Omar Konaré qui m'écoute, qui m'entend présentement, parce que lui et les autres, c'est ceux qui sont à la base aujourd'hui de la mise à sac de l'armée malienne, qui a de la peine à se mettre sur les pieds. Donc ça veut dire quoi? Aujourd'hui, la loi d'orientation militaire, à coup de 1230 milliards qui sont partis en fumée, on ne sait pas ce que ça a donné. Ça veut dire quoi? Il faut réformer cette armée malienne-là, il faut la mettre dans les conditions. Allez voir dans quelles conditions les militaires, forces de sécurité et de défense vivent dans les camps, encore moins sur le terrain. C'est là le problème. Donc le problème, il est à un certain niveau politique et une volonté politique affichée. Maintenant, la nature a horreur du vide, comme il l'a dit. Du nord au centre, aujourd'hui, pratiquement toutes les régions du Mali aujourd'hui sont concernées par cette insécurité à laquelle doivent faire face ces forces de défense qui aujourd'hui ont un problème d'effectifs, sans compter le matériel qu'on cherche à renforcer. Mais ce qu'on oublie, c'est le traité signé par le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Tchéma Hubert, le 7-8 mars 2013, qui constitue la base juridique de présence de Barkhane, de Serval et de Takuba aujourd'hui. Pour lui dire à la France de dégager, il faut attaquer ce traité-là. Demander à Bado de le résilier. Et maintenant, vous êtes venus pour nous former. Takuba est là pour former. Et UTM est là pour former. Et CAP est là pour... Il n'y a pas de résultat. Ouais. Il y a quelque chose qui ne va pas là. C'est quelque part, on veut nous maintenir dans cette situation de ni paix ni guerre, empêcher l'armée malienne d'avancer pour qu'eux ils viennent nous envahir avec une autre vision. Comme je l'ai dit, ça n'engage que moi. Quand tu analyses aujourd'hui, c'est l'OTAN qui monte en puissance. Et puisque Trump n'a pas voulu jouer le jeu, l'arrivée de Joe Biden, vous allez voir dans les mois à venir, la flotte Takuba va prendre une autre envergure parce que les Américains vont rentrer dans la danse de façon claire et nette. Donc ça veut dire quoi? Il revient à nous de revoir notre politique. Et je vois déjà, on s'empresse à aller aux élections alors qu'on a parlé de refondation et d'avènement de la 4e République. Un pays qui est à terre, qui a refondé, on veut parler d'élections. D'élections dans quel pays? Un pays presque occupé, même occupé. Non, occupé, complètement occupé. Daté de Kidal à Kaï, tout est dans le rouge aujourd'hui. Toi et mon papa prennent le véhicule pour aller à Kangaba. On risque, mais on ferme les yeux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un manque de volonté politique affichée et un manque de sursaut national du peuple malien. Donc déjà, il y a des voix qui s'élèvent. Malheureusement, c'est des voix disparates, c'est pas soudé. Demander à la France de partir aujourd'hui, moi je dis qu'il faut analyser ce qu'on est en train de dire. Doit-on craindre le pire en leur absence? C'est craindre le pire parce qu'on n'occupe pas le territoire. L'armée n'occupe pas tout le territoire national. L'armée n'est pas libre d'aller là où elle veut. Prenons le cas de Kidal. Vous avez vu l'armée malienne contre à Kidal? Tu as vu les images? C'est ça le problème. Et la France et l'ONU savent pourquoi ils sont en train de mettre le pied là-dessus. Chaque fois qu'on lève le pied, on met la pression. C'est là le problème. La France n'a qu'à dégager. Moi, je ne dirais pas la France dégage. Je dis Paris doit changer sa politique au Mali. C'est ça le problème. Les Maliens ne sont pas contre les Français. Les Maliens aujourd'hui sont contre, ils s'injurent contre la politique française au Mali. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Barkhane avec ses milliers d'hommes, 5000 et quelques hommes, l'aménagement avec ses milliers d'hommes, pourquoi aujourd'hui l'aménagement est persona non grata dans la région de Mopti, surtout à Banyagara? Elle n'a qu'à partir parce que les gens ont compris, chaque fois que cette force vient en patrouille dans la zone et qu'elle recule, 24 heures, 72 heures après, il y a des attaques meurtrières contre les populations. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est inexplicable. Mieux que ça, Barkhane qui se dit lutter, il l'a dit, hein, c'est clair, hein, Barkhane n'est pas là pour lutter contre les trucs. Barkhane est là pour les intérêts de l'Union européenne, de la France. C'est clair et net. Chaque pays qui vient ici au Mali vient défendre ses intérêts. Il faut que cela soit clair. Personne, vous dites à la Russie de venir, on se trompe. On se trompe mon œil parce que la Russie ne viendra pas mourir pour nous. Elle viendra pour avoir sa part du gâteau. Il s'agit de ça en réalité. Le Mali est devenu un enjeu international extraordinaire aujourd'hui, à tel point qu'il est temps que nous, les Maliens, on ouvre les yeux. Dégager la France n'est pas la solution.
venez la Russie n'est pas la solution. La solution, il faut qu'on contraigne ces pays-là à changer de politique chez nous. Sinon, on perd notre temps. D'accord. Alors, M. Aïdara, justement, contraindre ces pays-là à changer de politique vis-à-vis de nous, alors, finalement, quelle alternative nous faut-il si on est d'accord qu'en l'état, l'armée malienne n'est pas capable d'assurer sur toute l'étendue du territoire national la sécurité des Maliens et que nous avons la nécessité d'avoir quand même de l'aide militaire, de l'aide financière. Alors, quelle alternative trouver? Alors, moi, ce que je dis, M. Dissa, c'est que j'ai tendance à ne pas séparer la solution sécuritaire, la solution militaire, de la solution économique et du développement des différentes zones. Parce que ici, quand on parle de stabilisation d'une zone, il s'agit de faire, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, la présence de l'État est extrêmement importante. C'est même nos forces de défense et de sécurité, même si ces forces-là engrangent des victoires sur le terrain, si derrière l'État n'a pas de politique de développement dans ces zones-là, ça ne marchera pas. Et au-delà de ça, il a parlé tout à l'heure de la question de la présence de l'État. Pour moi, la présence de l'État n'est pas seulement une question militaire. Ces populations doivent sentir la présence de l'État. Sentir la présence de l'État, c'est aussi être capable, non seulement les institutions, mais être capable aussi de fournir les services sociaux de base. Parce que si je parle de services sociaux de base, je ne parle pas seulement d'eau et d'électricité, mais je parle aussi de tout ce qui est service public. C'est qu'aujourd'hui, dans ces zones-là, imaginez un peu, quelqu'un qui habite dans ces zones-là, pour accéder ne serait-ce qu'à son acte de naissance, c'est la croix et la bannière. Pour bénéficier des services publics, ce qui est un droit, c'est un problème. Mais comment tu veux qu'il sente la présence de l'État? Il a besoin de savoir que l'État est là. Et l'État est là ne veut pas dire venir construire des bureaux. L'État est là veut dire tout simplement être capable de bénéficier d'un service public quand j'en ai besoin. Et partout sur le territoire. C'est aussi de cela dont il s'agit. Donc, une chose est sûre, il nous faut des victoires militaires sur le terrain, mais derrière, il faut avoir une politique capable justement d'assurer le développement sur le territoire pour assurer derrière la stabilité de ces zones-là. Donc, à mon sens, si vous lisez un peu l'accord, le traité dont il a parlé tout à l'heure, mais c'est simple. Ce traité a des articles qui disent qu'on a le droit non seulement de faire des rajouts au traité, mais de dénoncer aussi le traité. Donc le vrai débat, il l'a dit. Il ne s'agit pas de se réunir pour dire dégager la France. Il s'agit le Mali doit repenser sa politique. Et se dire, est-ce que nous avons besoin encore de la France? Si oui, dans quelles conditions? Sinon, comment il faut faire? Sinon, nous avons des accords aussi avec d'autres pays, comme la Russie ou la Chine, etc. Est-ce qu'en l'État, nous pouvons imposer quoi que ce soit à la France, par exemple? Mais est-ce que nous sommes capables d'en imposer en nous-mêmes déjà, dans notre pays? C'est ça le vrai débat. Nous avons une instabilité politique terrible dans le pays. Nous avons une instabilité, il l'a dit tout à l'heure, des institutions de la République. Nous sommes même incapables de tenir des élections à date pour renouveler les institutions, pour s'assurer que ceux qui sont là à parler au nom du peuple représentent effectivement le peuple. Mais comment voulez-vous en imposer à d'autres, M. Dissa? Il s'agit d'abord qu'on se pose les vraies questions à nous-mêmes. Il faut qu'on se dise à un moment donné, est-ce que nous-mêmes nous sommes en train de jouer pleinement le jeu? Est-ce que nous sommes en train d'assumer notre propre rôle? Et là, ce n'est pas une question seulement militaire, mais c'est une question globale. La première question, c'est de se dire, comment coopérer de façon efficace avec toutes ces missions-là? Avoir une bonne coordination, parce que souvent, je ne suis pas spécialiste de la question, mais peut-être nous avons peut-être M. Touré qui analyse politique, analyse un peu ces questions-là. Mais imaginez un peu, vous avez la MINUSMA qui a comme mission de stabiliser le pays, mais en alliant à cette stabilisation le développement. Vous voyez, les questions économiques et de développement, etc. Vous avez le G5 Sahel qui aussi dit, voilà, nous sommes là pour lutter contre l'insécurité, mais à travers le développement économique. Et entre-temps, les pays qui composent le G5 Sahel sont membres aussi d'autres organisations sous-régionales qui sont là pour le développement économique. Je prends le Tchad, tu prends le Mali par exemple, avec le Niger et le Burkina, appartiennent à la zone UEMOA. Entre-temps, tu as le Tchad qui appartient à la zone CEMAC. Vous avez peut-être la Mauritanie qui est un peu dans le Maghreb. Toutes ces zones aussi ont des politiques de développement économique. Est-ce que, j'en sais rien, mais est-ce que souvent ces textes-là aussi ne sont pas un peu en porte-à-faux avec ce qui va être décidé? Alors, si décidé au niveau du G5 Sahel,
quelle est la politique qu'il faut appliquer? Si demain on prend une décision au niveau du G5 Sahel, une autre décision au niveau de l'UEMOA ou de CEMAC, etc., quelle est la politique qu'il faut appliquer? Peut-être c'est toutes ces questions qu'il faut regarder de près pour qu'il y ait une meilleure coordination entre ces différentes missions, pour que ces différentes missions puissent mieux communiquer, surtout en mettant l'armée malienne au cœur du jeu. Justement. En mettant l'armée malienne au cœur du jeu pour que petit à petit l'armée malienne puisse prendre réellement les choses en main. Il a parlé tout à l'heure de la loi d'orientation de programmation militaire. À mon sens, la transition aussi, c'est spécifiquement dit dans la mission de la transition, que dans la feuille de route de la transition, que de faire le bilan, en tout cas, d'auditer cette loi. Parce que c'est bien beau, tout le monde dit ça a marché, ça n'a pas marché, l'argent a été détourné, etc. Mais aujourd'hui, concrètement, parce que malheureusement, il y a eu beaucoup de fake news aussi autour de beaucoup de choses. Et c'est ça aussi qui tue notre pays. C'est ça qui tue notre pays. Donc il est temps maintenant qu'on puisse se poser les bonnes questions. Il y a des missions qui ont été confiées à la transition, que la transition aussi puisse mener à bien ces missions-là, notamment l'audit de cette loi de programmation militaire, et que nous aussi, on se dise, tiens, il est temps que l'État soit présent sur le territoire, que l'État réponde. Un État n'existe que quand il répond réellement aux besoins des citoyens. Tout simplement. Mais il ne peut pas avoir des citoyens de seconde zone sur le même territoire et ensuite venir dire, est-ce que la France ceci, est-ce que c'est à la France d'assumer le rôle de l'État malien? Quand je vois les gens sur le terrain crier partout contre la France, etc., comme si la France était l'armée malienne. Mais quand même. D'accord, nous allons parler justement de l'armée malienne avec vous, M. Doumbia. Entre-temps, de quoi a-t-elle besoin? M. Diko parlait tout de suite de réformes, d'autres parleront plutôt de réarmement moral et matériel. De quoi a-t-elle besoin? Il faut cesser de la dorloter, il faut cesser de la chouchouter. Il a dit d'aller voir dans les camps, j'ai grandi dans un camp. Il faut cesser de faire croire à cette armée beaucoup. La politique et la société civile, ils le font de trop. Des marches de soutien à l'armée, des trucs de... C'est non nécessaire. C'est non nécessaire et c'est ce qui nous amène dans des situations non désirables très souvent. Lorsque vous vous engagez dans l'armée, vous écrivez « j'ai l'honneur » d'intégrer l'armée afin de servir ma patrie au coût de ma vie s'il le faut. Ils sont engagés sur ce terrain-là et nous avons besoin d'eux pour faire ce travail-là. Il faut accepter que ce soit leur rôle dans la construction de la nation. On comprend qu'à un moment, le Malien n'était pas habitué à voir son armée combattre, à la voir se faire blesser, se faire meurtrir, d'accord. Mais aujourd'hui, nous sommes à un niveau où il faut comprendre que nous sommes réellement dans une situation de guerre. Et on l'a dit à maintes niveaux. D'autres l'ont dit avant certains. Les mots ont même été différents. François Hollande a parlé de crise existentielle. Moussa Mara, à l'époque, avait cité le mot guerre. Il y avait eu beaucoup de boue. Et Ibeka même a fini par venir dire que c'est une guerre. Nous sommes en guerre. Et pendant que nous sommes en guerre, nous attendons de notre armée qu'elle fasse ce qui est son rôle régalien. Nous sommes conscients que toutes les conditions ne sont pas réunies, mais allons-nous sincèrement attendre que les conditions soient réunies entièrement pour qu'elle puisse faire son travail? Aujourd'hui, nous voulons qu'elle donne le meilleur d'elle-même. Première des choses, ce qu'elle a besoin de faire, c'est de décider. Ce dont elle a besoin en premier, ce n'est pas d'une aide matérielle ou financière quelconque, c'est qu'elle décide par elle-même de donner le meilleur d'elle-même. Ça, c'est une première chose. Seconde chose à laquelle nous devons penser aujourd'hui, il faut que notre armée, et je pense que dans les réformes, on parle de la loi d'orientation ou de programmation militaire, les quelques 1100 milliards dont nous parlons, cet argent, qu'il ait été détourné ou pas, ait été détourné où? Et à travers qui? Si vous auditez cet argent, bon nombre de nos officiers supérieurs vont se retrouver là où il ne faut pas. Parce qu'aujourd'hui aussi, les gens tendent à l'oublier et on cherche à confier ce pays-là carrément aux militaires, sans comprendre que la corruption qui gangrène partout ailleurs est aussi existante dans l'armée. Que l'armée, elle aussi, est prise dans ce jeu politique où elle cherche à se positionner elle aussi. Et c'est ça qu'il faut rompre. Il faut la rappeler à l'ordre rapidement, qu'elle comprenne que son travail n'est pas de diriger le pays à travers des institutions politiques, que son rôle, c'est de défendre la vie du citoyen malien. Et que ça, si elle faillit à le faire, et que quelles qu'en soient les raisons, elle aurait échoué à sa mission.
Ça, c'est la première chose que l'armée malienne doit comprendre. Et que les Maliens cessent réellement de donner des intentions politiques à l'armée. Ce n'est pas son rôle, ce n'est pas son travail. Il faut cesser de le faire, il faut cesser de les encourager dans ce sens. Moi, je l'ai dit sur un débat à Chérifla, à 3 jours après le coup d'État. J'ai dit que si ça ne tenait qu'à moi, le CNSP serait là pour 3 mois. On fait des élections. Ils retournent au camp, ils retournent faire ce qu'ils ont à faire. Parce que leur rôle dans le maintien de la stabilité du Mali, le rôle de l'armée, c'est de défendre. Et qu'ils retournent défendre. Pas qu'ils viennent prendre des décisions ou décider de qui occupe le Parlement ou décider d'autres choses. Ils n'ont pas ce temps. Actuellement, ils ne sont pas supposés avoir ce temps. Mais tant qu'ils font ça, je vous le dis, je vous le garantis, tant que notre armée s'occupe à des affaires politiques, d'autres armées viendront jouer son rôle. Et aujourd'hui, nous sommes dans ce cadre où aujourd'hui, nous avons des tonnes d'officiers qui sont allés à l'école de guerre, les mêmes écoles de guerre que ces officiers français qui sont ici. Ils sont allés à Saint-Cyr, ils sont allés dans les grandes universités militaires aux États-Unis, ils sont ici, au même titre que les mêmes officiers qu'on nous envoie sur le terrain pour commander des opérations. Ce qui veut dire qu'ils sont en mesure de le faire, qu'ils le fassent. Alors, M. Touré, il y a toutes ces forces, il y a beaucoup de problèmes, mais ce qui est sûr, les Maliens veulent retrouver la paix. Les Maliens veulent être en sécurité. Qu'est-ce que vous préconisez? C'est un privilège. Il faut des sacrifices. Ok. Parce qu'on a refusé de payer ces sacrifices-là. Au moins, c'est clair. On a refusé de payer ces sacrifices-là. Et l'armée, j'ai écouté les mots dont souffre notre armée, mais il faut aller au-delà. Soyons sérieux. Le Mali, c'est un pays de 1 million, plus de 1 200 km². Et le nord du Mali, on prend la France, on la pose dedans, il va rester. On prend 8 Maliens sur 10, ils ne connaissent pas à partir de Mopti, ils ne connaissent pas l'historique. Mais est-ce que ce sont des Maliens? Ils ne connaissent pas les réalités du pays. Les mêmes militaires, on les forme sous des bananiers et des manguiers pour les envoyer dans le désert, pour aller faire une guerre. Ils vont faire une guerre contre qui? Quelqu'un qui est né dans ce même désert-là, qui connaît la température de 50 degrés, il sait qu'il a droit à boire de l'eau 2 ou 3 fois par jour. Et quelqu'un qui mange des bananes, mais comment il peut faire de la guerre? Avec une formation de 2 mois pour apprendre à tirer aux soldats? Mais il ne peut pas faire de la guerre. On ne peut pas venir aider un pays, on ne peut pas venir aider quelqu'un si l'aide ne vient pas de la personne elle-même. On ne peut pas libérer le Nord sans les nordistes. Ce ne sont pas les nordistes qui s'occupent de leurs propres problèmes. On a connu des rébellions avant aujourd'hui. On a connu des occupations avant aujourd'hui. Mais elles se sont soldées par quoi? On a toujours trouvé des portes de sortie. Les terroristes là dont on parle aujourd'hui, ce ne sont pas des étrangers. Ce sont des gens qui sont connus. La plupart de ces gens-là, qui sont à la tête de ces organisations-là, la plupart de ces gens-là connaissent nos gouvernants. Ils ont déjà travaillé avec ces mêmes gens. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Mais cela veut dire que c'est autre chose. Maintenant, nous, notre armée, elle est malade. Elle est malade. Dans un pays malade. OK? Parce que on vote des budgets pour réformer l'armée, qu'on commande des matériels aux États-Unis ou ailleurs, cela ne change rien. Pourquoi? Parce qu'un militaire sans formation idéologique est un criminel. Est un criminel. Et qu'est-ce qu'on est en train de voir? Les populations crient contre quoi? Mais les Peuls dans le Massina, avant Koufa, les Peuls criaient quoi? Ils créent les massacres des militaires. Tout ça, c'est des problèmes de formation. Les militaires les tuent pour prendre leurs vaches, pour aller les vendre. Mais oui, ce sont beaucoup de problèmes. Ces populations locales-là, du centre jusqu'au nord, ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas le Mali ou ils n'aiment pas l'État malien, ce n'est pas parce qu'ils ne se sentent pas maliens, mais c'est parce que celui qui porte l'uniforme de ton État, qui est censé te protéger, si cette personne consiste un danger pour toi, mais il y a un problème. Mais est-ce qu'il n'y a pas un autre problème à ce niveau, M. Touré, la confusion aussi dans la tête des militaires? Parce que non, finalement, ce n'est pas une confusion. C'est on qui est qui dans cette zone-là quand on est militaire? Non, ce n'est pas une confusion. Une confusion, c'est lorsqu'il n'y a pas de l'ordre, c'est lorsqu'il n'y a pas de hiérarchie. On est en train de parler de l'armée malienne. Oui. Une armée doit être hiérarchisée. Une armée est faite de discipline.
Un militaire ne se donne pas, il ne se donne pas des ordres. Un militaire ne peut pas se permettre d'aller en mission lorsqu'il n'a pas envoyé en mission. Donc ces bavures-là sont dues à des problèmes éducatifs, à des problèmes de formation idéologique, morale. Ce n'est pas que militaire. C'est ça le problème. Tout le monde peut tuer. Mais qui peut savoir quand est-ce qu'il faut tuer ou pas? Et qui tuer? Et qui tuer. C'est là où il y a le problème. Sinon, ce ne sont pas des extraterrestres qui sont venus pour s'attaquer au Mali. Non, ce ne sont pas des extraterrestres. Depuis 2013, il y avait beaucoup de solutions qu'on pouvait préconiser, mais on a laissé. Parce que tout d'un côté, on continue notre politique politicienne dans le favoritisme. On n'arrive pas à contrôler l'État central avec ses institutions. Et de notre côté aussi, on est en face d'un problème international. Parce que le terrorisme, ce n'est pas un problème malien. Nous sommes dans la bande sahélo-sahélienne. Il y a le Niger, il y a le Burkina. Il n'y a même pas une semaine, il y a eu plus de 200 morts au Burkina. Je dis au Burkina, au Niger. Au Burkina, tous les jours, il y a des massacres au même titre qu'au Mali. Donc, le terrorisme, ce n'est plus une question. On ne parle plus de l'État ou de l'armée malienne encore. Ce n'est plus une question de l'armée malienne. L'armée malienne, même si c'est 2 siècles, elle ne pourra pas se mettre en forme pour pouvoir répondre à cela. Parce que les dégâts sont énormes. Donc on est obligé de coopérer avec les puissances occidentales. Et ces puissances occidentales, la France, on sait, les intérêts, on parle des intérêts, tout le monde parle des intérêts, c'est vrai. Mais la France, elle n'a pas directement des intérêts économiques au Mali. Quand vous regardez toutes ces ressources-là dont les gens parlent, là, quand vous regardez tous ces intérêts-là du Mali, là, vous voyez les sociétés françaises là, au Mali, je vous parle pas de la Côte d'Ivoire, je vous parle du Mali. Au Mali, la France n'a pas une grande place par rapport à l'exploitation qui se passe actuellement. Je n'ai pas dit que la France n'a pas des ambitions sur le long terme. Je ne l'ai pas dit. Mais présentement... on ne voit, il n'y a pas de truc concret sur lequel la France exploite le Mali. Maintenant, la France, elle est obligée de s'impliquer dans cette guerre contre le terrorisme. Parce que toute l'énergie du 3/4 de l'Europe est fournie par qui? Par Areva. Mais Areva se situe où? Areva sur le Niger, qui donne l'uranium. Donc on est en train de lutter pour ne pas paralyser le 3/4 de l'Europe. Vous comprenez que ce n'est plus un problème du Mali ou bien du Burkina? D'accord. Nous allons essayer de dire, puisqu'il ne nous reste plus que 7 minutes, hein, à vrai dire. Voilà. Il y a cela. Et puis encore aussi, il faut noter aussi que on est dans nos coopérations, ces gens, par exemple l'Union européenne, nous propose par exemple de former 500 hommes. Cela ne nous arrange pas. On forme 500 hommes, 3 semaines, on les apprend des guerres conventionnelles. Nous ne sommes pas dans des guerres conventionnelles. Voilà, nous sommes dans le terrorisme. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune loi, il n'y a pas de discipline, il n'y a aucune organisation, il n'y a pas de programmation. D'accord. J'aurais vraiment aimé vous laisser continuer. Et comme je l'ai dit, il ne nous reste plus que 7 minutes. Vous allez me permettre, je vous donne à chacun 2 minutes, à chacun 2 minutes pour vous adresser aux Maliens, à qui vous voulez. Oui, justement, monsieur Diko, 2 minutes. Par contre, j'aurais aimé que vous respectiez ces 2 minutes. Ce que moi je peux dire, d'abord, par rapport à la situation qui prévaut aujourd'hui, toute une organisation autour du 20 janvier par rapport à cette France-là, ça n'engage que moi. Je suis un journaliste de terrain. Je sais ce que j'ai vu sur le terrain, je sais ce que je suis en train de voir. Je vois beaucoup à mes frères. Ce n'est pas pour me vanter ici, mais je suis désolé. Il n'y a pas une puissance au monde. Il n'y a pas une puissance au monde qui peut trouver une solution du Mali sans passer par Paris. Ce n'est pas possible. J'ai vu des choses sur le terrain, c'est inimaginable. Ce qui dit, les populations sont révoltées parce qu'il y a un vide laissé par l'État, dû à une gestion catastrophique politique des autorités qui ont géré le pays depuis 7 ans jusqu'à la chute du régime d'Ibeka. Donc, le problème, il est trop profond, on ne peut pas le gérer tout de suite. On est obligé de faire avec ces forces internationales quoi qu'on fasse. L'autre élément, l'appareil de l'armée malienne, c'est vrai, la situation est elle est gravissime. On ne rentrera pas dans les détails. C'est la grande viette, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais elle va se gérer au fur et à mesure. Mais ça dépendra du président qui va prendre les rênes du pays après une élection présidentielle
juste et transparente, qui aura la lourde responsabilité de refonder le Mali, parce qu'avec cette transition, moi, je suis sceptique de voir une refondation qui va avoir l'avènement de la 4e République. Et maintenant, par rapport à toute cette situation-là, comme l'a dit un grand politicien français, et non les moindres, la situation du Mali ne se réglera jamais par la guerre. C'est par le dialogue, le développement, comme il l'a dit. Sans ça, nous rêvons. Merci M. Diko. M. Haïdara, 2 minutes. Je pense que peut-être on va se répéter, mais encore une fois, je le dis, juste un petit rappel quand même, parce qu'il a été dit oui, non, comme il a été dit quand même, c'est peut-être sur ce point qu'avec M. Diko, on n'a peut-être pas la convergence de vue. C'est quand il parlait de flamme de la paix, en disant que c'est en ce moment-là que l'armée a commencé à se désengager un peu du nord, etc. Moi, je dirais qu'au contraire, avec Alpha, l'armée a commencé à réoccuper ces zones-là, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu d'abord l'accord de Tamaracet. Cet accord de Tamaracet dit expressément que l'armée doit se retirer de ces zones-là. C'est l'accord de Tamaracet signé par Moussa Traoré qui a ordonné à l'armée de se retirer de ces zones-là. Donc, c'était un peu peut-être, en tout cas, ma façon de voir les choses. Mais au-delà de ça, comme il l'a dit, encore une fois, cette question ne peut être prise en charge qu'en agissant sur 3 dimensions essentielles. La première, à mon avis, c'est naturellement le renforcement de la défense, de l'outil de défense nationale. Et renforcement, qui parle de renforcement d'outils de défense nationale, parle à la fois de la formation idéologique, morale, et tout ce qu'on veut, l'équipement, etc., etc. Donc, et ça c'est la première dimension. La deuxième dimension, naturellement, il faut continuer avec la coopération. Même ces pays développés coopèrent avec d'autres pays. Pourquoi l'OTAN? Pourquoi d'autres pays? La coopération internationale est nécessaire, mais il faut savoir la penser et savoir de quoi on a besoin concrètement. Parce que si nous devons courir à chaque fois, imaginez le G5 Sahel, qui a été créé depuis depuis 2014, hein, qui avait prévu de déployer 10 000 hommes, au jour d'aujourd'hui, n'a même pas déployé 5 000 hommes. Et imaginez un peu, c'est même un Européen qui le disait, quand ils ont fait des annonces pour dire qu'ils vont créer, ça va passer de 5 000 à 10 000 hommes, c'est un politique européen qui l'a dit. Il a dit, mais où est-ce qu'ils vont sortir le financement? Mais vous voyez, quand les gens se mettent à faire même des annonces sans chercher à savoir où ils vont trouver le financement, il y a un problème. Et après, nous avons eu des ministres africains du Niger, etc., qui disaient qu'ils allaient aller voir la France pour financer une partie, etc. Et après, on va dire à cette même France de dégager. Mais ça ne marche pas, il faut être sérieux. Donc, bref, c'est pour dire que nous sommes obligés de repenser notre manière, la coopération avec, au niveau de... Et le troisième pilier, et non des moindres, il l'a dit, c'est le développement. Nous sommes obligés d'assumer le développement. Et quand je parle de développement, c'est de faire revenir les services publics partout sur le territoire. Ça y va. Et c'est là où je compte beaucoup sur la transition. Il a dit la transition ne pourra pas tout faire. Ce n'est pas possible. Mais il y a des éléments clés que la transition est obligée d'enclencher. Le fait de montrer à tous les Maliens qui sont Maliens avant tout, c'est très important. Et donc être présent sur l'ensemble du territoire, cela est très possible et il faut y aller à cela. Monsieur Doumbia. Je pense qu'aujourd'hui, par rapport à la question du Nord, l'aménagement est en train de montrer un bon exemple, surtout à Gao. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller à Gao et demander à l'aménagement de dégager. Les habitants de Gao, eux-mêmes, vont se charger de régler vos comptes parce qu'ils ont créé énormément d'emplois sur place. Il y a énormément de jeunes qui sont employés par l'aménagement à Gao et qui aujourd'hui ne vont laisser personne leur arracher leur gagne-pain. Donc, nous devons maintenant comprendre que créer de l'emploi est peut-être une solution durable. Et c'est surtout là qu'il faut jouer. Aujourd'hui, le président Macron, avec le Conseil supérieur pour l'Afrique, est en train d'user des ressources que nous avons à notre disposition pour pouvoir élaborer ces politiques-là. Aujourd'hui, une bonne partie de la ressource humaine de ce Conseil supérieur pour l'Afrique, c'est des Maliens. C'est des Maliens qu'on connaît. Une grande partie, c'est des Maliens qu'on connaît qui sont ici, que l'État malien n'arrive pas à exploiter. Donc on va peut-être interpeller les autorités de la transition qui pensent à appeler ces mêmes individus, à échanger avec eux et à élaborer des plans où nous pouvons absorber vraiment cette grande quantité de jeunes qui traînent dans ces zones-là pour les empêcher de s'engager dans le terrorisme. Autre chose qu'il faut faire, il faut exploiter une autre ressource, hein, notamment
l'autorité morale du M5 l'a dit, qu'il a des relations, il connaît de ces gens-là, ben, que les forces de transition puissent trouver ces individus qui sont ici, qui sont politiques ou non, qui connaissent les personnes qui dirigent ces organisations terroristes ou ces mouvements qui utilisent des méthodologies terroristes, pour qu'on puisse engager vraiment un dialogue entre Maliens. Et ce dialogue-là, qu'il ne soit pas politisé, qu'il ne soit pas porté par l'État malien, ça va être très important, qu'il soit porté par une société civile très intelligente et regroupés et qu'on ait ce dialogue-là hors du cadre politique pour pouvoir vraiment sortir de là où nous sommes. D'accord. Alors, monsieur Touré, 2 minutes. Ok, voilà. Donc, moi, je pense personnellement que la France reste là, ce n'est pas une mauvaise idée en soi. Que les forces étrangères restent ici au Mali pour l'instant, ce n'est pas une mauvaise idée en soi parce qu'on en a besoin pour l'instant. Mais on peut partir de l'idée que nous sommes dans une lutte contre le terrorisme et que nous ne sommes pas les seuls concernés dans la bande sahélo-sahélienne. Donc maintenant, nous, ce que nous devons faire, c'est de nous occuper de nos œufs d'abord. C'est-à-dire que même à l'intérieur chez nous, c'est sale. Donc il va falloir qu'on travaille là-dessus d'abord. Si on essaie de trouver une solution interne et qu'on parvienne à faire des véritables réformes politiques, on pourrait se pencher sur les questions de sécurité autour de là. Et puis surtout, avec la transition actuelle, surtout, il est très urgent de pouvoir trouver des alternatives de communication entre l'armée, les différents groupes d'autodéfense. Je ne parle pas des terroristes, des groupes d'autodéfense et les différentes populations. Parce que là, on n'arrive pas à savoir qui fait partie de l'armée, qui est une communauté locale ou qui fait partie d'un groupe d'autodéfense. Donc, pour pouvoir contrôler un peu le centre. Parce que tout dépend du centre. Si le centre nous échappe, le reste nous échappe. On ne pourra pas. Parce qu'on a tenté l'expérience avec le Nord, ça n'a rien donné. De 2013 jusqu'à 2016, on est resté dans les mêmes tractations jusqu'à ce que le conflit a été transposé dans le centre. Et aujourd'hui, au centre, tout ce qu'on a comme un grand problème, c'est que le centre, on parvient à le perdre. Si on le perd, c'est dommage. Merci, monsieur Touré. Mesdames, messieurs, c'était votre émission politique, le débat ce soir portant sur le thème force étrangère au Mali avec monsieur Ibrahima Aïdara, chargé des élections de la jeunesse ADEMA, monsieur Bokari Diko, directeur de publication du journal Mali Demain, monsieur Chekmar Doumbia, président fondateur de Youth for Change Mali, et enfin monsieur Abdul Karim Touré, chercheur en développement social et analyste politique. Pour ma part, ce fut un agréable plaisir de vous présenter ce numéro de Politique le débat. Je souhaite à toutes et à tous de passer une excellente semaine de travail. Portez-vous bien. Au revoir.